Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière dans la région. En manchette ce soir, le ministre responsable de la région, Jean Boulet, prend le pouls des enjeux. Crise forestière, qualité de l'air, compression en santé, quelles sont ses positions? 500 personnes dans les rues de Rouyn-Noranda pour réclamer une meilleure qualité de l'air. Et un nouvel outil pour inclure davantage de personnes autochtones dans le secteur minier. Bon début de soirée, Kémilia La Liberté avec vous. Bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin ce soir en politique, puisque le ministre responsable de notre région, Jean Boulet, est de passage aujourd'hui et demain pour prendre le pouls des enjeux. Cet avant-midi, il était à Ville-Marie, au Témiscamingue, pour une annonce concernant la vitalité du territoire. Alexandre Cabana nous partage les détails. Dans les cartons depuis 6 ans, c'est maintenant chose faite. L'enveloppe du Fonds Région et Ruralité se concrétise pour le Témiscamingue. Une enveloppe qui provient du Fonds Région Ruralité. C'est autour de 1,2 million de dollars du ministère des Affaires municipales et de la MRC de Témiscamingue pour s'assurer de faire rayonner notre talent, nos ressources et notre potentiel. Ça nous permet d'agir sur la qualité de vie des milieux, ça nous permet d'assurer du développement économique, ça nous permet de promouvoir le territoire et d'accompagner les municipalités qui sont en voie de revitalisation. De plus, ça permet de faire des partenariats entre municipalités et même entre MRC pour améliorer nos fonctionnements. Selon le gouvernement, l'entente contribuera à la promotion du Témiscamingue et à le rendre plus attrayant. D'abord, les fonds, on ne les cherche plus dans l'ensemble de nos enveloppes. On les a, ils sont là, ils sont dédiés. 2, les autres fonds qu'on sollicitait pour nous permettre de faire la promotion du territoire deviennent disponibles pour d'autres types d'investissements. Alors, pour nous, ça donne de l'oxygène dans la façon dont on travaille la promotion du territoire. Par rapport à la vitalité qu'on veut donner au Témiscamingue, là, on a des outils qui sont concrets. Il y aura une campagne de promotion de ces atouts-là, de ces attraits, puis il faut faire du Témiscamingue une région qui est connue, puis qu'on tombe en amour, comme vous, Alexandre. Vous êtes un amoureux de la région. Questionné sur la crise forestière qui secoue présentement la région, le ministre du Travail et responsable de l'Abitibi-Témiscamingue garde espoir. Mais on a rencontré les acteurs. J'ai des collègues qui sont extrêmement actifs. On travaille de manière interministérielle. Donc, c'est des ministres, c'est des députés, notamment Daniel, qui est ici à ma droite. Et on essaie de se donner une vision de l'avenir parce que c'est un secteur qui est tellement fondamental. C'est des emplois, c'est des ressources, c'est de l'expertise que nous voulons garder ici. Bon, donc encore une fois, on mise sur l'importance du territoire, sur la force des ressources. Mais reste que toutes les questions demeurent entières, à savoir comment le gouvernement va faire pour sortir le Témiscamingue de la crise forestière qu'il connaît présentement. À suivre. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Ville-Marie. Et justement, on reçoit en studio le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet. On va parler de différents enjeux qui touchent notre région. Bonjour, M. Boulet. Oui, salut, Kémilia, comment ça va? Ça va super bien, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Écoutez, M. Boulet, on va commencer par parler de la qualité de l'air. Vous l'avez peut-être entendu ou vu, il y a plus de 500 personnes qui se sont déplacées dans notre région à Rouyn-Noranda dimanche pour manifester leur désaccord sur la qualité de l'air. Est-ce que ça vous préoccupe de voir ça? Ben oui, tout le temps. Hein? Puis je salue les personnes qui ont décidé de manifester, maire au front. Je pense que c'est important de faire valoir des préoccupations. Et la qualité de l'air, l'environnement, la santé de la population, c'est des priorités pour nous autres. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a annoncé l'Observatoire sur la quantification des contaminants. J'ai lu cependant les dernières données de la santé publique, puis je vois quand même qu'il y a une amélioration, que les indicateurs sont respectés. Mais si vous me demandez si ça me préoccupe, absolument. Puis est-ce que vous pensez que votre gouvernement prend les mesures adéquates pour assurer la santé de la population? Bien, il y a eu une autorisation qui a été émise au mois de mars l'année dernière par le ministère de l'Environnement, puis il y a un suivi qui est constant, régulier. On veut s'assurer que les objectifs en termes de quantité de nanogrammes par mètre cube sont respectés. Et encore une fois, je voyais les données de la santé publique.
pour le nombre de maladies pulmonaires par 100 000 habitants, pour le poids des bébés, pour bien des aspects. On est dans la bonne direction, mais il faut continuer parce qu'il y a énormément d'efforts à faire. Toujours en santé, là, le déficit du CIS régional ici inquiète énormément. Il y a même des membres du conseil d'administration qui craignent là, certaines coupures de services. Est-ce que la population doit craindre de devoir se déplacer sur plusieurs kilomètres, voire même à l'extérieur de leur ville, pour avoir accès à des soins de santé? Bien, moi, je ne le souhaite pas. Hein? Puis évidemment, avec la création de Santé Québec, vous savez qu'il y a des personnes en autorité de Santé Québec qui sont venues dans la région l'été dernier. Et je pense qu'il faut faire valoir nos intérêts. On est une grande région au plan géographique, qu'il faut s'assurer que la qualité et la quantité de soins de santé soient au rendez-vous. Fait qu'à ce stade-ci, il faut le moins possible craindre. Puis il y a mon collègue, évidemment, qui est ministre de la Santé, qui continue de travailler en collaboration avec le CIS de la région, puis tous les partenaires. C'est pas simple. Il y a beaucoup de défis à relever, mais on va réussir tout le monde ensemble. Donc, pour le moment, on ne parle pas d'une certaine centralisation là, de tous les services ici dans la région? Bien, j'ai entendu ce discours-là, mais moi, c'est pas mon souhait. Si vous me demandez, il faut que les soins soient accessibles le plus près possible des personnes qui vivent dans notre région. Dans le domaine minier, M. Boulay, là, la réforme sur la loi des mines là, qui crée encore une fois beaucoup de préoccupations ici dans la région. Vous, de votre côté, quelle est votre vision pour l'industrie minière ici? Ma vision, c'est de m'assurer que les intérêts des personnes et des entreprises du secteur minier soient bien rencontrés. Et là, il y a eu un projet de loi qui a été déposé. Il était équilibré. On s'est assuré, par exemple, qu'il n'y ait pas d'exploration dans des terrains privés, sauf certaines exceptions. On s'est assuré qu'en matière de développement, il y a une obligation d'aller au BAP dans certaines conditions. Mais là, l'étude détaillée commençant en commission parlementaire à Québec, il y a des amendements qui vont éventuellement être déposés. Un projet de loi, là, c'est toujours perfectible. Et moi, je suis content qu'ici, dans la région, il y ait des intervenants qui se soient exprimés. Puis, je pense qu'ils seront bien entendus. Puis, je souhaite que la loi, quand elle sera adoptée, va répondre à nos intérêts. Merci beaucoup, M. Boulay. Merci, Camélia. À bientôt. Merci. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous satisfait de la gestion des dossiers du gouvernement caquiste dans la région? » Vous avez répondu non à 80 %. Ton air et ton ciel sont une zone sacrifiée. La fonderie rejette au moins 25 contaminants dans l'air de Rouyn-Noranda. Vous venez d'entendre un extrait d'une performance dans le cadre d'une grande manifestation qui s'est déroulée dimanche à Rouyn-Noranda. Plus de 500 personnes se sont rassemblées pour revendiquer un droit à une qualité de l'air sans risque pour la santé. La marche organisée par Maire au Front s'est conclue avec une performance où artistes et militants se sont allongés sur les rails de chemin de fer devant la fonderie Horn. Et en plus des citoyens et des groupes militants, des personnalités connues comme Ève Landry, Véronique Côté, Anaïs Barbeau-Lavalette et Laure Varidel étaient présentes. Elles sont venues de partout au Québec en solidarité à la communauté de Rouyn-Noranda. Et toujours dans le même dossier, de son côté, Rouyn-Noranda indique quel est l'endroit où la qualité de l'air est la plus surveillée au Québec. C'est du moins ce qu'a partagé la Ville dans un communiqué émis la veille de la grande manifestation sur la qualité de l'air organisée par Maire au Front. Elle indique qu'en tout, il y a 18 stations de mesure sur le territoire. Certaines appartiennent au ministère de l'Environnement et d'autres à la fonderie Horn. Malgré les inquiétudes des citoyens, la mairesse Diane Dallaire assure suivre le dossier de près. D'ailleurs, la Ville de Rouyn-Noranda a rencontré jeudi dernier le ministère de l'Environnement pour discuter des différentes mesures de la qualité de l'air. Et d'ailleurs, lors de la grande manifestation de dimanche, l'art a elle aussi fait sa place. Quand on parle de chant, de performance scénique ou encore de danse, tous les moyens semblent bons pour se faire entendre. On s'est donc demandé quelle est l'importance de la culture dans une manifestation. Les réponses avec une membre du collectif Copper Crib qui était en performance dimanche.
De ta perspective d'artiste, c'est quoi la place de l'art dans ce type de manifestation-là? Je pense qu'en fait, l'art est essentiel dans ce type de manifestation-là. En fait, dans toutes les manifestations, l'art est omniprésent, que ce soit sur les pancartes, le message qu'on crie, peut-être des poèmes, l'esthétique autour de ça. L'art est là. Nous, dans notre cas, c'est de l'art vivant. Fait que là, on propose de dénoncer quelque chose, mais sans mots, ce qui peut être très fort. Puisqu'on a des paroles écrites sur les pancartes, on va dire des choses, mais des fois, de laisser place à l'interprétation au public, de pouvoir voir quelque chose et se poser des questions, c'est vraiment ça que l'art essaie de faire. Le but de l'art, c'est de toucher les gens. Alors, de pouvoir utiliser le véhicule de la danse et proposer quelque chose sans utiliser les mots, il y a quelque chose de puissant. Il y avait des tout-petits aussi qui regardaient, fait que peut-être que pour eux, c'était une façon de vulgariser qu'est-ce qui se passe. Alors, je crois que ça a une place quand même très essentielle. Est-ce que tu sens qu'on peut rejoindre plus de gens, justement, en s'exprimant de cette façon-là? Peut-être la question de plus ou moins et moins là, c'est en fait, ça va peut-être marquer davantage parce que c'est une formule qu'on voit moins. Fait que de dénoncer quelque chose en faisant une prestation artistique, ça marque, ça laisse des images, puis après ça, ça peut ouvrir des discussions entre les gens qui l'ont vécu parce que c'est pas dans ta face, voici ce qu'on propose. Ça laisse vraiment place aux gens de réfléchir, imaginer, comprendre qu'est-ce que le message essayait de dire. Et évidemment, là, tu n'as pas 56 manifestations derrière la cravate, mais est-ce que tu sens que c'est une façon de s'exprimer qui est de plus en plus présente dans les manifestations? De mettre de l'art dans les manifestations, je crois que oui. Depuis que je danse, c'est quelque chose qui a été demandé, là, depuis Copper Crib, en fait. Ça fait longtemps que je danse. Mais ouais, pour que ça soit pour la planète, on a déjà fait une manifestation ou des situations comme dimanche passé. Je crois que ça a de plus en plus sa place de faire des manifs comme ça, mais aussi de mettre de l'art. Ça l'attire peut-être d'autres gens qui ne se seraient pas posé la question en lisant juste un article, par exemple. Mais là, puisqu'il y avait quelque chose de divertissant, hop, ça pique la curiosité. Et dans un tout autre sujet, une action de visibilité a eu lieu ce midi devant le siège social de la Caisse des Jardins à Rouyn-Noranda. Les travailleurs affiliés à la CSN dénoncent ce qu'ils qualifient d'entêtement de la direction à la négociation. Selon le syndicat, les négociations avec l'employeur en vue du renouvellement de la convention collective stagnent. Et parmi les principales demandes, on y retrouve entre autres des bonifications salariales. La convention collective est échue depuis bientôt 1 an, soit le 31 octobre 2023. Aujourd'hui, la journée de négociation qui était prévue a été annulée. On est au 3e porte-parole patronal. À chaque fois, c'est un recommencement. Donc là, aujourd'hui, les employés font une action de visibilité pour montrer qu'ils sont tannés, qu'ils veulent être respectés, puis qu'ils veulent qu'il y ait une renégociation qui se passe à la Caisse populaire de Rouyn-Noranda après 1 an où il y a... à toute fin pratique, pas d'avancée. Il faut aussi comprendre que d'emblée, l'employeur avait déposé des demandes de recul sur à peu près toutes les clauses de la convention collective, que ce soit les salaires, que ce soit l'organisation du travail, que ce soit la gestion des banques de temps. Il y a beaucoup de demandes de recul. On sent que Desjardins agit comme un employeur antisyndical. Et d'ailleurs, la Caisse des Jardins du Témiscamingue nous a confirmé qu'elle procède à la fermeture de ses centres de services automatisés de Laverlechère et de Saint-Bruno-de-Guigues. Dans les 2 municipalités, les guichets automatiques vont être retirés. À l'heure actuelle, nous n'avons pas reçu d'explication et de réaction de la direction générale quant à la décision. En éducation maintenant, le pôle d'enseignement supérieur du secteur minier de l'UQAT a dévoilé plus tôt aujourd'hui un rapport de recherche et un nouvel outil pour inclure davantage les communautés autochtones. Ils offrent aux établissements de formation post-secondaire comme le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue des exemples concrets pour renforcer la pertinence culturelle. 126 critères de pertinence sont ainsi établis, notamment au niveau des ressources, de la formation du personnel, du cursus scolaire et du soutien financier. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La tournée du gala d'humour du Gros Boc est de retour cette semaine partout en région. On vous dévoile la programmation tout de suite après la pause.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le marché public d'Amos vient de terminer sa 25e saison estivale. De juin à septembre, à chaque jeudi, près de 600 personnes ont acheté les produits à une trentaine de producteurs, transformateurs agroalimentaires et artisans abitibiens qui ont vendu pour un total de plus de 220 000 $. L'activité participe à la dynamisation du centre-ville, offre une vitrine aux producteurs et encourage l'achat local. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. En humour, Justine, la tournée du gala du Gros Bock est de retour cette semaine partout en région. Effectivement, Kémélia, Déric Frenette, l'humoriste originaire de Val-d'Or, est de retour pour une 7e édition avec le gala d'humour du Gros Bock. Le gala présente cette année les humoristes Ouellette, Christophe Dupéré et Guillaume Boldoc, qui, je vous rappelle, a gagné le concours du FAT cet été. C'est votre chance de découvrir plusieurs humoristes qui commencent à faire leur place en humour. Vous pourrez assister au gala du Gros Bock ce soir à 19h30 au Théâtre du Cuivre, mais il va aussi avoir des représentations cette semaine à Lassar, Ville-Marie, Val-d'Or, Amos et Lebel-sur-Quévillon. Si vous avez le goût de passer une belle soirée à rire avec vos ados, c'est l'occasion de le faire. Venez, puis amenez vos ados. On m'a demandé si c'est un show, genre, pour tout le monde. Ben, c'est sûr, si tu arrives avec un enfant de 5 ans, je suis pas Arthur l'aventurier, là, mais tu amènes tes ados, ils vont pas être froissés. Fait que c'est vraiment, ça peut être une sortie en famille. Tu vas peut-être avoir une couple de questions à régler en revenant à la maison, là, mais rien d'outreux, là. C'est vraiment un show rassembleur, puis c'est une belle sortie en gang. Puis, tu sais, il y a aussi le fait que souvent, en région, pour venir de Val-d'Or, je sais que c'est souvent des shows solo. Tu sais, as des humoristes qui viennent faire 1h30. Puis c'est rare qu'on a des cartes de gala, que tu as 4 humoristes. Fait qu'avec ce projet-là, moi, ce que j'aime, c'est de présenter des talents émergents, tu sais, ou avec de l'expérience. On s'entend, c'est tout des gens de métier. Fait que c'est vraiment une vitrine pour découvrir des nouveaux talents, une belle sortie en famille. Et Justine, le marché de Noël de Rouyn-Noranda est de retour cette année. L'équipe de Cisco en fête vous invite à la 17e édition du marché de Noël qui va se tenir les 30 novembre et 1er décembre 2024 à la salle multifonctionnelle du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. L'événement rassemble une quarantaine d'exposants qui sont choisis soigneusement, qui représentent bien le terroir de l'Abitibi-Témiscamingue. Et cette année, 30 % des exposants sont des nouveaux. Alors, il y a vraiment des belles découvertes à l'horizon. À chaque année, l'événement accueille entre 4 000 et 6 000 personnes, mais le marché de Rouyn-Noranda espère dépasser le 6 000 personnes cette année avec quelques nouveautés. Bien, c'est une belle activité qui facilite beaucoup les achats communautaires. Puis dans notre mission, activer l'économie locale, créer des événements, c'est totalement ça. Fait que quand on met les deux ensemble, c'est juste tout naturel. Fait que vraiment, là, l'objectif, c'est de rapprocher les artisans à la communauté, puis de donner peut-être une vitrine à certains qui n'en auraient pas durant cette période-là de grand achalandage. On va rajouter plusieurs activités pour toute la famille cette année. Donc, habituellement, c'est sûr que c'est une activité qui est moins familiale quand même, vu qu'on parle d'artisans. Mais là, cette année, on va essayer de ramener aussi les familles dans l'événement, puis on va être capable, là, à mesure qu'on se rapproche de l'événement, d'annoncer tout ça. On est en train de fignoler les dernières choses. Mais effectivement, plus d'activités, plus de kiosques, mais beaucoup plus de publicité. On veut que les gens soient là, puis les gens en ont envie, je crois aussi. En terminant, le concours de vitrine TVA Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec le Festival de cinéma international est de retour cette année. Il se poursuit cette semaine. Alors, tous les commerçants de la région sont invités à décorer leur vitrine ou l'entrée de leur commerce aux couleurs du Festival de cinéma, qui, je vous rappelle, est le rose cette année. Vous courez la chance de gagner un profil d'entreprise RNC Média d'une valeur de 15 000 $ qui va ensuite être diffusé sur les ondes de TVA Abitibi-Témiscamingue et de nouveau. Alors, participez et après envoyez la photo de votre commerce à l'adresse courriel qui est à l'écran. Je vous souhaite bonne chance tout le monde. N'hésitez pas à participer en grand nombre. Après la pause, on revient sur les victoires et les défaites de nos équipes de la LHJMQ lors de la dernière fin de semaine. Restez des nôtres. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent.
Grosse fin de semaine pour les Foreurs et les Huskies, alors que nos deux équipes disputaient 3 matchs, dont un premier duel de la 117 hier après-midi. Un compte-rendu des victoires et des défaites avec Alexis Dumont. Les Voltigeurs de Drummondville et les Eagles du Cap-Breton sont venus jouer les troubles fêtes ce week-end en Abitibi. Tir bloqué de la mitaine par Milota qui, cette fois, je dirais presque venir voler le match ici à Rouyn-Noranda. Les Foreurs auraient franchement mérité meilleur sort ce soir. Les champions en titre de la LHJMQ ont d'abord signé une victoire par blanchissage 2-0 vendredi soir à Val-d'Or avant de réserver le même sort aux hommes de Steve Hartley le lendemain avec une victoire de 1-0. Malgré les 2 défaites, les 2 entraîneurs sont contents de la tenue de leur formation devant une puissance de la Ligue. J'ai aimé de la manière qu'on s'est comporté contre la meilleure formation là, du circuit vendredi. Les Voltigeurs sont premiers dans la Ligue, puis on leur a donné tout qu'un match. Les 2 gardiens ont été excellents, un match de 1-0. En bout de ligne, c'est une erreur qui a fait la différence dans cette rencontre-là. Mais c'était deux bonnes performances de notre groupe à la maison. Les Eagles ont eux aussi refait leur valise avec 4 points en poche. Le Cap-Breton a notamment profité de la grande performance de son gardien Jacob Milota face aux Huskies vendredi soir dans une victoire de 3-2 en tir de barrage. Et ils ont dominé les Foreurs 8-4 le lendemain. Il faut trouver une façon justement de mieux gérer notre énergie durant le match pour justement finir nos parties de la bonne façon. J'ai aimé notre match de vendredi. Ça a probablement été notre meilleur match de la fin de semaine. On a fait beaucoup de bonnes choses. On a manqué peut-être un petit peu d'opportunisme. Leur gardien a été très bon. Le week-end s'est conclu lundi avec le premier de 8 duels de la 117 Husky-Foreurs cette saison. Un tir de but! Ty Higgins! Et ce sont les Huskies qui sont partis du centre à Nico Eagle avec les 2 points grâce notamment au brio d'Antonin Véraud qui a récolté 4 points. L'entraîneur Steve Hartley était bien satisfait de la performance de son équipe lors du match. J'ai cherché 2 gros buts en avantage numérique, puis j'ai trouvé qu'à partir de la mi-deuxième, on a vraiment contrôlé le match. Puis les gars ont fait les choses pour faire la différence. Du côté de Val-d'Or, ce sont les petits détails qui ont fait défaut selon l'entraîneur Maxime Desruisseaux. À 5 contre 5, ça va bien. Par contre, là, le désavantage, il faut vraiment fixer ça, comme on dit, là, faire les ajustements nécessaires pour justement nous donner une chance de gagner. Nos 2 équipes disputeront leur prochain match sur la route. D'abord, les Huskies seront à Shawinigan et à Gatineau samedi et dimanche prochain, alors que de leur côté, les Foreurs disputeront 3 matchs en 3 soirs, dont un contre les Remparts de Québec au centre Vidéotron, puis 2 autres contre l'Océanique à Rimouski. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on va peut-être avoir notre première neige cette semaine. Oui, Kémilia, c'est ce qu'Environnement Canada prévoit pour ce soir et demain, mais on s'entend que ça va probablement être plus de la pluie, mais ça reste que la vraie neige ne devrait pas tarder dans les prochaines semaines. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi, ce sera généralement nuageux avec 60 de probabilité d'averses de pluie ou de neige tard ce soir et au cours de la nuit, avec des rafales de vent à 50. C'est assez venteux à l'extérieur et un minimum de 1. Pour le Témiscamingue, on aura des averses de pluie avec un minimum de 4. Demain, partout en région, ce sera généralement nuageux avec 40 de probabilité d'averses de pluie ou de neige le matin avec un maximum de 7 degrés. Et un aperçu pour jeudi sur l'ensemble du territoire. Ça va être ensoleillé avec un maximum de 14. On va espérer pas avoir de flocons, mais ça reste, il faut se préparer mentalement. Là, la neige s'en vient en région. Oui, c'est ce qu'on va voir. Merci, Justine.